un acteur très talentueux et le barman le plus aimé que l'Amérique ait jamais connu. Veuillez accueillir Ted Danson. En 1993, Ted Danson est monté sur scène et a commis un suicide professionnel. Ce qu'il a fait ce soir-là était si choquant que même Howard Stern l'a qualifié de fou. La salle est devenue silencieuse. Les gens sont sortis. Cela a fait la une des journaux pendant des mois. Mais ce n'était pas son premier scandale. Pendant des années, il avait menti à tout le monde sur qui il était vraiment. La condition médicale cachée, l'immaturité émotionnelle, les liaisons. À 77 ans, il révèle enfin la vérité derrière les catastrophes qui ont failli tout anéantir. Et la confession la plus douloureuse n'est pas celle que vous croyez. Ted Danson est né le 29 décembre 1957 à San Diego. Mais ses premiers souvenirs ne proviennent pas des plages de Californie. Peu après sa naissance, sa famille a déménagé à Flagstaff, en Arizona, une ville tranquille entourée de montagnes et de ruines antiques. Son père a travaillé comme archéologue et conservateur au Museum of Northern Arizona à partir de 1959 et jusqu'en 1975. Sa mère et sa sœur aînée formaient une petite famille très unie. Leur vie familiale tournait autour de l'histoire et de la culture amérindienne. Ted a grandi en écoutant son père parler d'artefacts, en regardant des fouilles se dérouler et en passant du temps autour de sites antiques dont la plupart des enfants ne font que lire des histoires. Mais la vie à la maison n'était pas facile. L'argent était rare. Le travail de son père au musée couvrait à peine les besoins de base. Il n'y avait pas de télévision. Ses vêtements étaient tous des vêtements de seconde main, souvent de sa sœur. Ted a dit un jour qu'il ressemblait la plupart du temps à un va-nu-pied. Ce genre de pauvreté laisse des traces. Même après être devenu une star, Ted a admis que la peur de ne pas en avoir assez ne l'avait jamais vraiment quitté. Il a développé une relation étrange avec l'argent, décrivant les gens comme des tubes à travers lesquels l'argent passait simplement. Un état d'esprit de survie façonné par des années de privation. Quand Ted avait 14 ans en 1961, ses parents l'ont envoyé à la Kent School, un internat situé dans le Connecticut. C'était un endroit prestigieux rempli d'enfants riches et polis de la côte Est, du genre qui venait de longues lignées de privilégiés. Ted est arrivé en tant qu'adolescent mal dégrossi d'une petite ville d'Arizona, et le choc culturel l'a frappé de plein fouet. Ses camarades de classe se moquaient de ses vêtements, de son origine et de sa maladresse. Il ne s'intégrait pas, mais il y avait un endroit où il a trouvé de la confiance. Le terrain de basket. Il était bon, vraiment bon. Assez pour que les gens remarquent enfin autre chose que son statut d'outsider. Le basket est devenu son échappatoire. Mais derrière cette réputation athlétique grandissante se cachait quelque chose que personne ne savait. Ted est né avec le syndrome de Poland. D'un côté de sa poitrine, le muscle ne s'est tout simplement jamais développé. C'est une condition rare, affectant principalement les garçons, et elle lui a laissé une poitrine visiblement inégale. Dans les vestiaires, cela faisait de lui une cible. Les moqueries faisaient mal, et il ne l'a jamais oublié. Pendant des années, il a gardé sa condition secrète. Il n'en a pas parlé publiquement avant 2000 lorsqu'il a révélé au magazine Orange Coast à quel point la honte était profonde. Pourtant, même avec ce fardeau caché, il jouait au basket avec acharnement, l'utilisant comme un bouclier pour protéger son estime de soi. Après le lycée, Ted est entré d'une manière ou d'une autre à l'université de Stanford, un fait dont il s'est démoqué plus tard, en disant qu'il s'était frayé un chemin. Il a admis qu'il était un mauvais élève, traitant les tests comme des jeux qu'il pouvait battre plutôt que des sujets qui l'intéressaient. Mais une décision aléatoire a tout changé. Il a suivi une fille à une audition de théâtre dans l'espoir de l'impressionner. Au lieu de cela, il a trouvé quelque chose qui a fait tilt en lui. Il s'est inscrit à un cours de théâtre puis à un autre. Bientôt, il dormait dans sa voiture juste pour rester près du théâtre. Il avait trouvé sa vocation. Pendant son séjour à Stanford, il a également rencontré Randy Gausch,
une jeune actrice née en 1950. Ils sont tombés amoureux rapidement et se sont mariés en 1970. Il avait 22 ans, elle en avait 19, mais le mariage n'a pas duré. Ted a admis plus tard qu'il était trop immature émotionnellement pour être un mari. Le couple s'est séparé en 1961. Randy, qui allait apparaître dans des films comme La dernière tentation du Christ, avait sa propre carrière. Mais leur temps passé ensemble a marqué l'une des nombreuses périodes où l'ambition de Ted s'est heurtée à sa vie personnelle. Voulant une formation sérieuse, Ted a quitté Stanford et a été transféré à l'université Carnegie Mellon en 1968. Leur programme d'art dramatique était difficile et Ted luttait contre le trac. Il avait des crises de panique avant les représentations, mais il a persévéré. Il a étudié Shakespeare. Il répétait constamment. Il a obtenu son diplôme en 1972 avec un baccalauréat en beaux-arts et est immédiatement parti pour New York, à la recherche de travail au théâtre. Mais les rêves ne paient pas les factures. Ted a fait des petits boulots, menuiserie, service de table, tout pour survivre. Il vivait au jour le jour, survivant parfois à peine. Ces années ont cimenté sa conviction que le succès n'était pas garanti. Il a appris à travailler dur, à rester humble et à gérer son temps avec une concentration extrême. Toute cette pression du monde réel s'est infiltrée dans son jeu d'acteur. Quand il a joué plus tard des personnages de cols bleus, il a compris leurs peurs parce qu'il les avait vécues. Sa grande chance est arrivée en 1975 quand il a décroché un rôle dans le feuilleton Somerset, jouant Tom Conway. Pendant une année entière, il a abordé quotidiennement d'énormes quantités de dialogues. Les feuilletons sont intenses, les scripts sont rapides. Il n'y a pas le temps de respirer. Et Ted a rapidement appris la discipline d'être prêt pour la caméra tous les jours. Mais cette corvée l'a aussi laissé épuisé. Il voulait quelque chose de différent. Il ne voulait pas seulement jouer, il voulait en profiter. En 1977, il a sauté dans un autre feuilleton, The Doctors, cette fois dans le rôle du Dr. Mitchell Pearson. Curieusement, il avait déjà joué un autre médecin dans cette même émission 2 ans plus tôt. Les feuilletons recyclent souvent les acteurs de cette façon. Bien que ces emplois l'aient aidé à affiner ses compétences, Ted les a décrits comme se sentant comme une usine. Il s'améliorait, mais pas plus épanoui. Tout a commencé à changer en 1978 lorsqu'il a décroché son premier rôle au cinéma, un rôle sérieux. Dans The Onion Field, Ted a joué l'officier Ian Campbell, un véritable détective de la LAPD, qui a été kidnappé et assassiné en 1963. Le film était basé sur une histoire vraie, et Ted a dû incarner un homme qui est réellement mort. C'était lourd. C'était tragique. C'était loin du charme facile de la télévision de jour, mais cela a montré ce que Ted pouvait faire. Les critiques ont pris note. La même année, Ted a également fait une apparition dans Mrs. Columbo avec Kate Mulgrew. C'était son premier pas hors du monde des feuilletons et dans la télévision de première écoute. Sa performance a fait tourner les têtes. Les directeurs de casting ont vu quelque chose de différent en lui. Un mélange de force tranquille et de responsabilité naturelle. En 1969, il a décroché une série de rôles, dont The Amazing Spider-Man, BJ and the Bear et The French Atlantic Affair. Il se construisait une vraie carrière. En dehors de l'écran, cependant, sa vie personnelle est restée difficile. Après avoir divorcé de Randy en 1975, Ted a épousé Casey Coates en 1967. Elle était productrice et leur mariage semblait plus instable. Mais en 1979, alors qu'elle donnait naissance à leur fille, Casey a subi un accident vasculaire cérébral massif. C'était la veille de Noël. La carrière de Ted prenait de l'ampleur et il aidait maintenant à prendre soin d'un nouveau-né et d'une femme en convalescence. Le bilan émotionnel était énorme. Ils ont plus tard adopté une autre fille, Alexis. Mais leur mariage prendrait fin aussi. En 1993, après la liaison très médiatisée de Ted avec Whoopi Goldberg. En 1942,
Ted Danson a participé à une audition qui allait changer sa vie à jamais. À l'époque, il n'était qu'un autre acteur essayant de percer, en compétition avec un ancien joueur de la NFL nommé Fred Dryer pour le rôle de Sam Malone. Ce n'était pas seulement un coup de chance. Les créateurs de Cheers, Glenn et Leslie Charles, ainsi que le réalisateur James Burrows, recherchaient quelque chose de spécifique. Ils voulaient un ancien lanceur de relève des Red Sox, charmeur et coureur de jupons, qui possédait maintenant un bar. Et ils ont vu cela en Ted. Ce qui l'a rendu plus puissant, c'est à quel point le rôle reflétait son propre parcours. Danson avait grandi dans une famille qui avait lutté contre la toxicomanie, et Sam Malone était un alcoolique en voie de guérison. Ce lien a donné à sa performance quelque chose de brut et d'honnête. Quelques mois seulement avant de décrocher le rôle, il avait joué un coiffeur dans Taxi dans un épisode diffusé le 25 février 1982. Cette brève apparition a été oubliée au moment où Cheers a été diffusé plus tard cette année-là, le 30 septembre. Mais ce qui a suivi n'a pas été une gloire instantanée. En fait, Cheers a été un désastre. Sur 77 émissions diffusées lors de sa première saison, elle s'est classée 64e. NBC aurait pu l'annuler sans hésitation. Mais les critiques y ont vu quelque chose. Ils l'ont qualifiée d'intelligente, bien jouée, différente. Contre toute logique, NBC l'a maintenue en vie. Lentement, la situation s'est inversée. En 1986, Cheers s'est effrayé un chemin dans le top 10. Lors de la saison 9, elle a atteint la première place. La performance de Ted Danson dans le rôle de Sam Malone est devenue le cœur de l'émission, lui valant sa première nomination aux Golden Globes en 1944. Et lorsque le dernier épisode de la série a été diffusé le 20 mai 1993, 80 millions de personnes l'ont regardé. Il est devenu le deuxième dernier épisode de série le plus regardé de l'histoire de la télévision. Ce qui avait commencé comme un quasi-échec est devenu l'une des plus grandes réussites de la télévision, avec 28 victoires aux Emmy Awards sur 117 nominations. Et au centre de tout cela se trouvait Ted. En coulisses, cependant, tout n'était pas aussi parfait. Lorsque Danson a rencontré Shelley Long pour la première fois lors des auditions, il a en fait dit au créateur de ne pas l'engager. Il était sûr que cela ruinerait l'émission, mais cette résistance initiale s'est transformée en l'une des dynamiques à l'écran les plus inoubliables de tous les temps, s'étend pas. La chimie entre Sam et Diane a fait de Cheers ce qu'elle était, même si leur relation hors caméra était difficile. Danson admettra plus tard que leur relation de travail au début était difficile. Ils ne pouvaient même pas être dans la même pièce sans tension. Mais cette friction s'est retrouvée à l'écran, donnant à chaque scène entre eux un avantage électrique. Shelley Long a quitté l'émission en 1987 après 5 saisons, entourée de rumeurs. Danson a admis plus tard qu'elle avait été la bonne personne pour le rôle depuis le début et qu'elle l'avait réussi dès le premier jour. Au fil des années, alors que Cheers atteignait son apogée, le salaire de Danson a fait de même. Lors des dernières saisons, il gagnait un demi-million de dollars par épisode, ce qui faisait de lui l'acteur le mieux payé de la télévision. Mais tout cet argent ne pouvait pas réparer ce qui s'effondrait dans sa vie personnelle. Danson a avoué plus tard que si le monde le voyait sourire derrière un bar, il s'effondrait à l'intérieur. Son mariage avec Casey Coates s'effondrait. Il avait des liaisons. Il se perdait dans la gloire. Quand il a finalement décidé de quitter Cheers en 1993 après 11 saisons, la décision n'était pas seulement professionnelle, elle était émotionnelle. NBC et Paramount s'attendaient à une 12e saison, mais Danson leur a dit qu'il en avait assez. Il a plaisanté en disant qu'il gagnait trop d'argent. Mais la vérité était plus profonde. Il se sentait perdu et voulait prouver qu'il pouvait faire autre chose. Il a appelé cela « sauter d'une falaise », ne sachant pas s'il atterrirait un jour sur ses pieds. La même année, il a connu un succès surprenant au cinéma. 3 hommes et un bébé était sorti en 1997 et était devenu le film américain le plus rentable de cette année-là,
rapportant 240 millions de dollars dans le monde entier. Danson a joué Jack Holden, un célibataire insouciant à qui on a soudainement confié un bébé. C'était un succès, sans aucun doute, mais cela l'a aussi enfermé. Hollywood le voyait maintenant comme le papa drôle. Lorsque la suite est sortie en 1990, Trois hommes et une petite dame, la magie n'est pas revenue. Elle n'a rapporté que 71 millions de dollars au niveau national, une baisse massive par rapport à l'original. Le charme de Ted était toujours là, mais les critiques ne pouvaient pas s'empêcher de voir Sam Malone dans chaque ligne qu'il prononçait. Lentement, sa carrière cinématographique a perdu de son élan. En 1993, il a joué dans une autre comédie, Made in America, aux côtés de Whoopi Goldberg. Le film a rapporté 14 millions de dollars, mais les gros titres ne concernaient pas le box-office. Ils concernaient la liaison. Ted était encore marié à l'époque. La relation avec Whoopi a conduit à un divorce de 30 millions de dollars, l'un des plus chers d'Hollywood à l'époque. Et lorsque leur romance s'est terminée par un scandale quelques mois plus tard, après un dîner-spectacle désastreux au Friars Club, où Ted est apparu avec le visage peint en noir, cela a marqué un nouveau point bas. Les médias se sont retournés contre lui. Le public ne riait plus. Son image autrefois propre était endommagée. Mais en 1996, quelque chose a changé. Il a joué dans l'adaptation de NBC des Voyages de Gulliver, une mini-série massive de 25 millions de dollars qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards. Elle a été diffusée en février de cette année-là, juste au moment où il essayait de reconstruire sa vie et sa carrière. Il a joué Lemuel Gulliver avec une profondeur tranquille, un homme perdu entre les mondes. Les critiques l'ont qualifié de sa performance la plus nuancée, et elle est arrivée à un moment où il avait besoin de montrer au monde qu'il était plus qu'une star de sitcom. En coulisses, sa vie personnelle se stabilisait aussi. Il était maintenant avec Mary Steenburgen, qu'il allait épouser en 1995. Puis vint 1998. Steven Spielberg a choisi Ted dans Il faut sauver le soldat Ryan, l'un des plus grands films de guerre jamais réalisés. Ted a joué le capitaine Fred Hamill, un petit rôle, mais un rôle important. Il n'a pas essayé de voler la vedette. Au lieu de cela, il s'était fondu dans le décor, prononçant ses répliques avec une force tranquille. Ce n'était pas une comédie, et ce n'était pas un rôle principal, mais c'était la façon dont Spielberg disait que Ted Danson pouvait faire du drame sérieux, et bien le faire. Le film a rapporté 442 millions de dollars et a remporté 5 Academy Awards. Et juste comme ça, Ted Danson avait gagné quelque chose de bien plus précieux que la gloire ou l'argent. Il avait gagné le respect. Le parcours de Ted Danson après Cheers n'a pas commencé facilement. L'année avant la diffusion de Becker, il a essayé de lancer une nouvelle sitcom appelée Inc. avec sa femme Mary Steenburgen, mais elle a fait un flop. Puis vint le 2 novembre 1998 et Becker a tout changé. CBS voulait quelqu'un d'établi pour jouer un personnage qui n'était pas facile à aimer. Un médecin du Bronx en colère et cynique, avec une langue acérée et une tolérance zéro pour la stupidité. Ce que la plupart des gens ne réalisaient pas à l'époque, c'est que ce n'était pas juste un personnage. Danson y versait la douleur de sa vraie vie. Derrière son sourire sarcastique se cachait un homme luttant discrètement contre une maladie auto-immune chronique, appelée psoriasis en plaques. Il l'avait gardée secrète pendant ces années. Cheers, honteux des plaques douloureuses recouvrant son corps. En 2002, pendant la saison 4, Danson a finalement porté cette douleur à l'écran. Les scénaristes ont construit des épisodes autour de la maladie chronique. Et Danson a utilisé ce moment pour dire la vérité, pas seulement en tant que Becker, mais en tant que lui-même. C'était brut, réel et en avance sur son temps. L'émission n'avait pas peur de repousser les limites. À l'époque, les sitcoms de première écoute abordaient rarement des sujets comme la race, la santé mentale ou l'identité de genre. Mais Becker l'a fait.
et il a continué à le faire pendant 129 épisodes jusqu'à son dernier épisode le 28 janvier 2004. Elle a atteint le sommet de sa popularité lors de la saison 2201, attirant plus de 16 millions de téléspectateurs, se classant comme l'une des émissions les plus regardées à la télévision. Mais ce succès s'est accompagné de graves frictions. En 2002, 5 membres de la distribution se sont révoltés contre des augmentations de salaire impayées. Terry Farrell, qui jouait Reggie, a mené la charge. En quelques semaines, elle a été renvoyée. Une action en justice a suivi. La production a été interrompue et les relations sur le plateau n'ont plus jamais été les mêmes. Farrell a été remplacé par Nancy Travis, mais les téléspectateurs ont remarqué le changement. Les codes d'écoute ont chuté et l'émission ne s'est jamais complètement rétablie. Danson est resté en dehors du drame, mais la tension a ajouté une autre couche à ces batailles internes croissantes. Sur papier, il gagnait 300 000 $ par épisode, avec des accords de partage des bénéfices qui ont fait de lui un homme très riche. Mais, sous le succès, il était aux prises avec l'anxiété, le doute de soi et l'épuisement professionnel dont il ne parlerait pas avant des années. La même année, quelque chose d'inattendu s'est produit. Larry David a demandé à Danson de jouer dans Curb Your Enthusiasm. Au début, il ne voulait pas. Il pensait que l'émission était terrible, mais par courtoisie, il a accepté d'apparaître comme une version fictive de lui-même. Cette petite faveur s'est transformée en un tournant. Son apparition dans l'épisode Ted et Mary l'a mis en contact avec un public plus jeune qui ne connaissait pas Cheers. C'était un nouveau départ. Il est revenu dans 33 autres épisodes sur 12 saisons, devenant un favori des fans et transformant son image publique à chaque scène. En étant prêt à se moquer de lui-même, il a rappelé aux gens que la comédie n'a pas besoin d'être propre ou soignée. Elle doit juste être honnête. Lorsque The Good Place a été diffusé le 19 septembre 2016, cela a marqué une autre évolution. Cette fois, il n'était pas seulement un homme cachant sa douleur derrière le sarcasme. Il était Michael, un architecte surnaturel apprenant à devenir humain. Le rôle a été écrit spécifiquement pour lui, et il a livré quelque chose d'inattendu. Entre 2018 et 2020, il a obtenu 3 nominations consécutives aux Emmy Awards. En 2018, il a remporté le Critics' Choice Award. Il avait 70 ans, mais sa performance semblait toute nouvelle. Lorsque le dernier épisode a été diffusé, le 30 janvier 2020, il a attiré 3,7 millions de téléspectateurs, y compris les rediffusions, les meilleurs chiffres que l'émission ait connus depuis ses débuts. Une scène où Michael est confronté à la mortalité humaine pour la première fois semblait profondément personnelle pour Danson lui-même. À 72 ans, les frontières entre le personnage et l'acteur se sont à nouveau estompées. NBC a diffusé une émission spéciale de suivi animé par Seth Meyers, qui a ajouté près de 2 millions de téléspectateurs supplémentaires. Pour beaucoup, c'était la fin de série la plus satisfaisante sur le plan émotionnel qu'ils aient jamais vue. Puis vint Mr. Meyer. Elle a été diffusée pour la première fois en janvier 2021 avec de grands espoirs. Créée par la même équipe que 30 Rock, elle avait tout sur papier, mais elle n'a pas réussi à établir un lien. Les critiques ont été tièdes et en mai 2022, NBC l'a annulée après seulement 20 épisodes. Même une émission spéciale pour les fêtes de fin d'année en décembre 2021 n'a pas pu la sauver. Pourtant, Danson a tout donné. Il a joué Neil Brammer, un homme d'affaires à la retraite, essayant de prouver qu'il comptait encore en se présentant à la mairie. L'émission lui a donné l'occasion d'explorer la paternité, le vieillissement et l'absurdité politique, même si le public n'était pas tout à fait prêt pour cela. Mais il n'avait pas fini. En 2025, Danson a joué dans A Man on the Inside, une série Netflix inspirée du documentaire nominé aux Oscars The Mole Agent. Cette fois, il a joué un veuf qui infiltre une maison de retraite. Cela a touché une corde sensible auprès du public. L'émission a été nommée l'un des programmes de l'année de la fille et Danson a obtenu une autre nomination au Golden Globe, ainsi qu'une nomination pour le prestigieux prix Carol Burnett.
Il a filmé la série avec Mary Steenburgen, qui jouait son amoureuse, amenant leur relation de plusieurs décennies à l'écran de la manière la plus tendre. À 77 ans, Danson se poussait toujours à explorer ce que le vieillissement signifie vraiment. L'émission a été renouvelée avec une saison 2 qui se déroulera sur un campus universitaire, continuant à mélanger le mystère et le sens. Et à travers tout cela, il n'a jamais oublié l'océan. En 1987, avant Becker et The Good Place, Danson avait emmené son enfant sur une plage de Santa Monica seulement pour y trouver un panneau qui disait « Eau polluée, baignade interdite ». Ce moment est resté gravé en lui. Il a fondé l'American Oceans Campaign avec Bob Snick, luttant contre le forage pétrolier et la pollution. En 2001, elle a fusionné avec Oceanana, devenant la plus grande organisation au monde, se concentrant uniquement sur la protection des océans. Danson n'était pas seulement un porte-parole célèbre. Il a témoigné devant le Congrès, a pris la parole à l'Organisation mondiale du commerce et a transformé sa renommée hollywoodienne en une réelle pression politique. En 2009, il a narré The End of the Line, un documentaire avertissant que les océans pourraient s'effondrer d'ici 2048. Cela a suscité des réactions négatives de la part de l'industrie de la pêche. Mais Danson n'a pas reculé. Il a continué à parler, a continué à écrire, et en 2011, il a publié son livre Oceanana, expliquant tout ce qu'il avait appris et pourquoi c'était important. Même si le livre ne s'est pas vendu à des millions d'exemplaires, il a suscité des conférences TED, des discussions en classe et a donné aux gens ordinaires un moyen d'aider. En 2015, il a commencé à apparaître dans des messages d'intérêt public environnementaux avec Mary Steenburgen. Leur travail d'équipe est allé au-delà de la télévision, leur valant le prix humanitaire Bob Hope, ensemble en 2025. La même année, tout en célébrant son travail environnemental et en remportant des prix d'acteurs, Danson a fait quelque chose que peu de stars osent faire faire. Il a publiquement abordé l'un des moments les plus sombres de son passé. En 1993, lors d'un dîner-spectacle pour Whoopi Goldberg, il était apparu avec le visage peint en noir et avait utilisé des insultes raciales. La réaction a été massive. Le maire David Dinkins l'a qualifié de honteux, même si Goldberg l'a défendu, disant qu'il avait fallu du courage pour aller aussi loin. Ce moment a hanté sa carrière pendant des décennies. Mais au lieu de l'ignorer, Danson a utilisé l'humour pour le reconnaître. Dans des épisodes récents de Curb Your Enthusiasm, il a intégré le scandale dans l'histoire, l'affrontant de front avec le même genre d'honnêteté autodérisoire qui avait sauvé sa carrière des années plus tôt. La vie de Ted Danson semblait parfaite en 1967 lorsqu'il a épousé la productrice Casey Coates. Mais cette illusion s'est brisée la veille de Noël en 1979. Casey donnait naissance à leur fille Kate lorsqu'elle a soudainement subi un accident vasculaire cérébral massif. Un côté de son corps est devenu paralysé et les médecins ont averti qu'elle ne pourrait peut-être plus jamais marcher. Ted était tellement bouleversé qu'il a dormi sur le sol de l'hôpital pendant 3 semaines d'affilée, refusant de la quitter. Mais le traumatisme ne s'est pas estompé. Il a transformé leur amour en quelque chose de confus et de douloureux. Ils se disputaient au sujet de l'accident vasculaire cérébral de manière étrange. Casey demandait pourquoi il ne l'avait pas empêché de se produire. Ted, effrayé et brisé, disait qu'il ne lui faisait plus confiance parce qu'elle avait failli la mourir. Même quelque chose d'aussi simple que d'aller au cinéma se terminait avec eux deux qui criaient sur le parking. 16 ans plus tard, en 1993, leur mariage s'est finalement effondré. La cause n'était pas seulement la douleur causée par l'accident vasculaire cérébral. C'était la liaison de Ted avec Whoopi Goldberg. Cette liaison avait commencé pendant le tournage de Made in America au début des années 90. Ce n'était pas juste une aventure. Elle a duré 18 mois et a attiré l'attention des tabloïds comme un aimant. Ted était toujours marié à Casey quand cela a commencé. Quand elle l'a découvert, elle a demandé le divorce, mettant fin à un mariage qui leur avait déjà coûté tellement sur le plan émotionnel. Maintenant,
cela a coûté financièrement à Ted aussi. Leur divorce de 1993 a fait les gros titres parce qu'il lui a coûté environ 30 millions de dollars, l'un des plus chers d'Hollywood à l'époque. Il admettrait plus tard qu'il était un menteur à l'époque, quelqu'un qui n'avait pas grandi émotionnellement même s'il avait déjà la quarantaine. Mais le pire était encore à venir. Le 8 octobre 1993, Ted Danson s'est présenté à un dîner-spectacle du Friars Club pour Whoopi Goldberg, avec le visage peint en noir avec un cercle blanc autour de la bouche. Devant des milliers de personnes, il a utilisé à plusieurs reprises le mot « on N », a fait des blagues obscènes sur leur vie sexuelle et a même fait semblant de manger de la pastèque. Montel Williams est sorti. La salle est devenue silencieuse. Même Howard Stern, qui a plus tard parodié la performance, l'a qualifiée de folle. Ted avait plaisanté avant de monter sur scène que l'acte mettrait fin à sa carrière. Et pendant un moment, il a semblé qu'il avait raison. Whoopi l'a défendu, disant qu'elle avait aidé à écrire les blagues et qu'elle l'avait même maquillé. Mais le scandale a explosé de toute façon. Il a dominé l'actualité pendant des mois. C'est devenu l'un des moments les plus sombres de sa vie et a laissé une marque permanente sur son image publique. Ce que la plupart des gens ne savaient pas à l'époque, c'est que Ted Danson menait une autre bataille privée depuis l'âge de 25 ans. Il souffrait de psoriasis en plaques, une affection cutanée qui laissait des plaques rouges et squameuses sur tout son corps. Il en avait honte, alors il l'a caché. Il évitait de nager, trouvait des excuses pour ne pas porter de maillot de bain et ne s'est jamais senti à l'aise dans sa propre peau. À la quarantaine, cela a empiré. La maladie s'est propagée à ses articulations et est devenue de l'arthrite psoriasique. Cela lui causait constamment de la douleur. Il dira plus tard qu'il s'est toujours senti comme une victime de son propre corps. Cet inconfort constant a probablement alimenté son immaturité émotionnelle et son incapacité à rester stable dans ses relations. Il ne se sentait tout simplement pas bien physiquement ou émotionnellement. Finalement, quelque chose devait changer. Après tous les scandales, la douleur, le divorce et la honte, Ted Danson a suivi une thérapie, pas seulement 1 ou 2 fois. Il a fait un travail en profondeur avec des psychologues et des mentors, essayant de comprendre pourquoi il fuyait tout ce qui l'effrayait. Ce n'était pas facile. Mais en 1994, pendant le tournage de Pontiac Moon, il a rencontré Mary Steenburgen. Ils se sont mariés en 1995. Cette fois, c'était différent. Ted était différent. Il avait été forcé de grandir. Leur relation était basée sur une honnêteté totale. Pas de secret, pas de fuite. Il dit que Mary l'a vu pour qui il était vraiment et est resté. Même des décennies plus tard, il se dit toujours chanceux de l'avoir trouvée. En 2024, il a dit qu'elle l'avait vu grandir à travers toutes les étapes de la vie. En 2025, ils seront honorés du prix humanitaire Bob Hope aux Emmy. Et cette année, ils ont même joué ensemble dans une émission Netflix appelée A Man on the Inside. Ted a plaisanté en disant que si l'émission faisait un flop, ce serait de sa faute. Mais 2025 a aussi apporté un chagrin d'amour. Le 20 mai, son ami proche et co-star de Cheers, George Wendt, est décédé paisiblement dans son sommeil à l'âge de 76 ans. Ted, maintenant âgé de 77 ans, était dévasté. Il a dit qu'il y avait un énorme trou dans sa vie qu'il n'avait même pas commencé à combler. Il a appris la nouvelle alors qu'il travaillait et a dû retenir ses larmes juste pour continuer. Ce qui a rendu la situation encore plus difficile, c'est qu'il venait de voir la femme de George quelques jours plus tôt. La perte est survenue de nulle part. Leur dernière apparition ensemble avait eu lieu quelques mois auparavant, en août 2024, sur le podcast de Ted et Woody Harrelson. Cette perte a rappelé à Ted quelque chose contre lequel il se battait discrètement depuis des années, sa peur de mourir. Dans une interview à NPR en 2024, il a admis que même les petites douleurs le faisaient paniquer. Quand quelque chose fait mal, il pense « Et si je meurs avant d'avoir fini ça ?» Il a dit qu'il vivait avec la peur tous les jours, mais au lieu de la laisser le briser, il a appris à la remodeler. Il se dit
Merci pour cette bénédiction d'apaiser la peur. Pourtant, il porte la douleur d'un corps qui l'a embarrassé pendant des années. Il a dit qu'il avait passé des décennies à éviter les miroirs, n'aimant jamais ce qu'il voyait. La même année, il s'est finalement ouvert sur les dommages émotionnels que son psoriasis avait causés et a rejoint une campagne nationale de sensibilisation pour aider les autres à se sentir moins seuls. C'était un grand pas pour quelqu'un qui cachait autrefois tout. Rétrospectivement, Ted Danson a admis quelque chose qui a stupéfié beaucoup de gens. En 2024, il a dit qu'il n'avait pas vraiment grandi avant la quarantaine. Il s'est qualifié de menteur dans les relations passées, un homme qui fuyait la douleur émotionnelle. Son divorce de 1993 et son scandale avec Whoopi avaient profondément embarrassé ses parents. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Mais même avec tous ses regrets, Ted a dit qu'il était reconnaissant pour cette période désordonnée. Cela l'a forcé à faire face à la vérité. Cela l'a forcé à grandir.